Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle effectivement Philippe Mettet, je suis directeur du développement de Sophia Antipolis au sein de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Je voulais tout d'abord excuser le président Jean Lonetti, que Stéphanie et Laurent Londex avaient invité à venir faire ce mot d'accueil, mais son agenda est un peu chargé et il en est désolé parce que c'est un sujet qui lui tient beaucoup à cœur, que ce soit à la fois l'intelligence artificielle, mais je vais y revenir en général, mais aussi le sujet de l'innovation et de l'éthique, parce que par son parcours professionnel et politique, c'est des sujets qu'il a eu l'occasion d'aborder. Il s'excuse. Juste en deux mots, avant de revenir sur le sujet du jour, j'aime bien rappeler toujours les chiffres de Sophia Antipolis, parce que vous les connaissez peut-être, mais c'est toujours bien de les rappeler. Donc Sophia Antipolis, c'est quand même un écosystème très particulier. C'est 2500 entreprises technologiques sur ce site particulier de Sophia, qui représente 38 000 emplois, on ne le sait pas toujours, avec une vraie dynamique, puisque depuis 5 ans, Sophia Antipolis crée plus de 1000 emplois nets par an. Donc il y a une vraie dynamique, qu'elle soit à la fois des centres de recherche académique, des grandes entreprises, mais aussi des startups. On est ici dans un lieu où il y a pas mal de startups. Et donc j'aime bien toujours recranter les chiffres de Sophia. Alors qu'est-ce que fait mon équipe de la direction de développement de Sophia Antipolis? On fait en gros 4 choses. On essaye de favoriser la création de jeunes entreprises innovantes. Et on est ici dans un lieu qui appartient à la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis et qui a pour objectif d'accueillir, d'accompagner des jeunes entrepreneurs qui veulent créer leur start-up dans des domaines de l'innovation. Le deuxième sujet sur lequel on travaille, c'est qu'il existe aujourd'hui sur Sophia 2500 entreprises. Notre métier, c'est aussi de faire en sorte que ces entreprises puissent y rester. Donc là, c'est des problématiques sur le travail sur l'organisation de filières et puis des problématiques de développement d'immobilier d'entreprise. Le troisième sujet, c'est que il y a des entreprises qui existent à l'extérieur de ce territoire et donc on essaye d'en attirer quelques-unes en provenance de Paris ou de l'étranger. Donc ça, c'est un travail qu'on fait beaucoup avec l'agence de développement Team Côte d'Azur. Et puis le dernier sujet de mon équipe, sachant que mon équipe est une petite équipe, on est 8 personnes, c'est un peu de remettre en matière de promotion et de communication Sophia Antipolis dans les radars. Donc là, on travaille beaucoup sur des problématiques d'attractivité. Alors bien évidemment, on ne fait pas ça tout seul. L'équipe est réduite et on fait ça avec l'appui, le soutien d'un certain nombre de partenaires qui participent au développement du territoire. Recherche et Avenir en est un, il y a les pôles de compétitivité, il y a Télécom Vallée, je ne vais pas citer tout le monde, mais ce travail est un travail collectif. Et c'est aussi une des caractéristiques de ce site, qu'on appelle le Business Pôle, c'est qu'ils sont hébergés et accompagnés des startups, mais ils travaillent aussi beaucoup de ces partenaires, et donc ça permet de favoriser ce qu'on appelle en partie de la fertilisation croisée entre les entreprises elles-mêmes, les grands, les petits, mais aussi l'ensemble des partenaires au service du développement, des entreprises, et du territoire. D'ailleurs, à ce titre, on accueille aujourd'hui, on est ravis, et merci d'avoir choisi le Business Pôle pour organiser ce workshop. Cet endroit est le vôtre, donc n'hésitez pas à interpeller Brigitte et Alexandra qui travaillent dans mon équipe et qui gèrent l'espace, si vous avez volonté d'organiser ce type de manifestation. Ce lieu est aussi votre lieu. J'ai plusieurs raisons d'être ravi aujourd'hui d'accueillir le workshop de recherche et avenir. La première, c'est que la génétique de Sophia Antipolis, c'est ce qu'on appelle la fertilisation croisée. Et donc, c'est de faire en sorte que la recherche académique, pour faire simple, puisse travailler avec les entreprises. Ça marche plutôt bien avec la recherche académique et les grands groupes. C'est un peu plus compliqué avec les PME et les petites entreprises. Et c'est le vrai travail de fourmi que fait l'équipe de Stéphanie de recherche et avenir. Et donc, c'est une brique essentielle pour nous, tout le travail d'identification à la fois des talents dans les laboratoires et de qualification des besoins dans les toutes petites entreprises pour faire ce rapprochement. Et finalement, il y a très peu d'équipes qui le font. C'est l'équipe de Stéphanie qui fait ça. Et donc, je suis ravi de pouvoir participer et soutenir cette initiative-là. Le deuxième sujet, c'est que la thématique du jour est l'intelligence artificielle. Et donc, c'est aussi un sujet qui nous tient très à cœur. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a lancé
en novembre dernier un sommet international, et c'était une première pour Sofia, parce que ça fait longtemps que, et effectivement c'est mentionné sur le kakémono. Donc au mois de novembre, sur 2 jours et demi, on a organisé un certain nombre de conférences avec des intervenants de niveau national et international sur le sujet de l'intelligence artificielle. On va renouveler l'opération puisqu'on va tenir les 20 et 21 et 22 novembre 2019 le même type de sommet, toujours sur ce sujet-là. Et le deuxième sujet pour lequel on est très attaché à l'intelligence artificielle, c'est, je ne sais pas si vous avez suivi l'activité, mais je trouve que le président Macron avait lancé en mars 2018 une grande initiative sur ce sujet de l'intelligence artificielle et avait décidé de lancer un appel à projets pour identifier des territoires qui pourraient accueillir ce qu'on appelle un institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle. Sofia, avec ses partenaires, a candidaté. Donc on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Et il se trouve que le gouvernement a retenu 4 territoires en France, Paris, Grenoble, Toulouse et Sophia Antipolis Côte d'Azur. Donc c'est un projet qui est porté directement par l'INRIA, l'UCA, le CNRS, avec le soutien des territoires, en particulier celui de la CASA. Et donc on a été présélectionné pour accueillir cet institut. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille beaucoup et sur lequel on va être très identifié. Alors la remise des dossiers, je regarde Florence, je crois que la remise du dossier définitif c'est le 11 février, c'est ça, hein, 19. Et si vous êtes des entreprises qui travaillent sur ce sujet de l'intelligence artificielle, soit comme utilisateur, soit comme producteur de briques, et si vous ne l'avez pas encore fait, il est encore temps de manifester votre soutien à cette candidature, puisque on a été aussi retenu parce que c'était de la puissance académique et de la puissance économique des entreprises et le soutien des entreprises qui ont fait la qualité de cette candidature. Donc n'hésitez pas à revenir, à vous rapprocher de David Simplot, qui est le directeur de l'INRIA, et qui porte avec succès cette candidature pour manifester votre soutien. J'en ai presque terminé, je vois que Stéphanie, elle s'impatiente. Juste 2 mots, je suis ravi pour une 3e raison, c'est que 2019 va être l'année des 50 ans de Sophia Antipolis, et le workshop d'aujourd'hui est presque un des premiers événements qui est logoté 50 ans de Sophia. Il va y avoir tout un programme sur les 50 ans de Sophia tout au long de l'année. Je vous invite d'ailleurs, on organise ici même lundi prochain, donc le 28 à 11h30, une conférence de presse pour présenter le programme des principaux événements qui seront portés soit par les équipes de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, soit par les partenaires. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre lundi à 11h30 ici même. Et le dernier élément de ce pourquoi je suis ravi d'accueillir Stéphanie, c'est qu'il se trouve que ça n'a absolument rien à voir avec la choucroute, mais je connais Stéphanie depuis assez longtemps, puisqu'on a œuvré pendant 5 années comme bénévole au sein de Business Accelerator BA06 pour favoriser le rapprochement entre les startups et les financeurs. Et donc c'est aussi comme ça qu'on s'est connus, et donc je suis ravi pour 4e raison. Je ne vais pas pouvoir rester avec vous, je suis désolé, je vous souhaite une très bonne matinée de travail, et encore merci à Stéphanie et à Laurent. Merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe, c'est une grande joie d'être à nouveau au Business Pôle depuis plusieurs années. Et donc ce sujet de l'intelligence artificielle, il rentrait évidemment dans une dynamique qui est forte, surtout cette année où il y a énormément d'événements organisés sur ce sujet, et on peut comprendre qu'il pose beaucoup de questions, et c'est finalement une bonne chose que de voir toutes les initiatives qui sont faites pour en discuter et se positionner avant que les choses s'embarquent, sans qu'on ait pu réfléchir aux conséquences de l'intelligence artificielle. Donc on a souhaité aujourd'hui parler à la fois d'innovation sur ce qui concerne les opportunités de projet, tant d'un point de vue académique que d'un point de vue économique, mais aussi de la dimension éthique dans les projets que l'on développe. Et donc je ne vous apprends rien en vous disant que le digital révolutionne les métiers et nos vies en particulier, et ceci depuis quelques décennies, et ceci à tous les âges. Et il faut savoir que l'IA, ça n'est qu'une brique de la transformation digitale qui s'inscrit, qui cohabite avec le cloud, le web, la blockchain, l'IoT.
Et donc, on peut s'interroger du positionnement des personnes. Si on regarde l'informatique des 30 dernières années, elle a révolutionné tout ce qui était puissance de calcul et de stockage, échange entre ordinateurs. Sauf que cette informatique-là, elle était confiée à des personnes et des utilisateurs s'adaptaient aux logiciels. Aujourd'hui, on comprend que c'est l'inverse. Ce sont les logiciels qui viennent s'adapter aux utilisateurs. Et donc, on dépasse une dimension un peu frustrante qui était celle des attentes qu'on pouvait avoir et auxquelles l'informatique ne répondait pas complètement. Donc, on peut s'interroger sur ce que sera l'informatique de demain. Et on comprend que l'IA apporte cette capacité au raisonnement, et ceci à grande échelle. Et que les ordinateurs, on l'entrevoit, vont comprendre, dialoguer, parler, rédiger dans un langage naturel qui se rapproche de notre propre langage. Et la force de l'intelligence artificielle, on va le voir aujourd'hui, c'est l'analyse d'importants volumes de données, c'est la suggestion ciblée, rapide d'un produit, d'un service, d'une réponse, quelle qu'elle soit, correspondant à l'analyse de besoins qui auront été faits par des personnes avant. Sauf que ça ne peut pas se faire sans avoir balisé les terrains, sans contrôler, dans le respect de règles, de normes. Et ça veut dire définir ces règles et ces normes et les bonnes pratiques. Alors heureusement, l'IA n'a pas la réponse finale face à toutes les décisions, puisqu'elle ne remplace pas ce qui fait la décision finale, qui nécessairement fait appel au bon sens et à l'empathie. Donc je souhaitais qu'on réfléchisse au positionnement de l'humain dans la science, dans la technique d'une manière générale, parce que malgré toutes les beautés qu'apporte l'IA, elle n'est pas tout à fait créative, n'a pas forcément de bon sens, d'empathie ou d'humour, encore que on pourra me contredire. Et que les robots qui sont à notre disposition, ils ne sont pas intelligents, s'ils sont intelligents, ils ne sont pas conscients, le terme artificiel voulant bien dire non vivant, non pensant. Donc à nous de garder la main sur cette dimension. Et il reste précieux de chercher à donner du sens par un questionnement constant qui est à chaque étape, pourquoi faire ? C'était ce que je voulais vous dire ce matin avant de démarrer ce workshop qui va traiter à la fois de questions techniques, économiques, juridiques et humains avec nos 11 intervenants prévus sur ces 3 tables rondes et une tribune entre 2 tables rondes. Donc j'invite notre modératrice de la première table ronde, Laetitia Pinault, qui va ouvrir cette session avec 4 intervenants que je vais lui laisser présenter. Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce premier atelier dédié à la performance économique et l'éthique de l'IA. Alors nous avons un programme ambitieux puisqu'il s'agit dans l'heure qui arrive de traiter de ce sujet avec nos intervenants et de répondre notamment à 3 grandes questions. Comment concilier l'éthique et la performance économique quand on parle d'intelligence artificielle ? Quelles sont les opportunités pour les laboratoires de recherche, pour les entreprises ? Et enfin, comment peut-on innover dans les nouveaux modèles économiques, les business models ? Alors avec nous pour débattre autour de ces questions, nous avons la chance d'avoir des représentants du monde de la recherche et des entreprises, et cela dans une parité parfaite, puisque Amel Latour viendra nous rejoindre, j'espère, un peu plus tard. Florence Tressol, vous êtes business architect chez IBM France Labs. Et vous travaillez notamment à connecter la stratégie, la technologie et à la rapprocher de l'humain. D'autres termes, à augmenter les capacités humaines avec l'aide ou grâce à la machine. Amel Latour, qui j'espère arrivera un peu plus tard, est maître de conférences en sciences économiques à l'Université Côte d'Azur. Plus spécifiquement au sein du GREDEG, qui est le groupe de recherche en droit, économie et gestion, qui est une unité de recherche interdisciplinaire du CNRS. Et les travaux d'Amel Latour portent notamment sur l'innovation dans les nouveaux modèles économiques. Thierry Najlen, vous êtes responsable des programmes de recherche Big Data et intelligence artificielle chez Orange. Et à ce titre, vous allez être notre ultra-expert en intelligence artificielle. David Rey, vous êtes ingénieur de recherche à l'INRIA. Vous travaillez notamment et peut-être même principalement sur les transferts et les partenariats industriels.
vous essayez de transférer les dernières découvertes en sciences du numérique vers les entreprises notamment. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet. Les progrès de l'intelligence artificielle confrontent les entreprises et les chercheurs à des choix fondamentaux et tout à fait inédits. Ça a été rappelé en introduction. Et amène les entreprises, et encore une fois les laboratoires de recherche, à une véritable réflexion éthique et responsable notamment par rapport à l'humain. Alors, il y a eu beaucoup de rapports, dont celui bien sûr de la mission Villani, des sorties médiatiques, des commentaires autour de l'éthique dans l'intelligence artificielle. Mais quand on rapproche cette dimension éthique de la performance économique, la question qui se pose, c'est véritablement comment ne pas sacrifier l'éthique au dogme économique. Alors pour répondre à cette question fondamentale, il est intéressant de voir comment concrètement des entreprises telles que IBM ou Orange font pour concilier ces deux dimensions. Et Florence Tressol, notamment chez IBM, comment cette dimension éthique infuse le travail sans perdre de vue la performance économique, puisque IBM est une entreprise qui a des objectifs économiques évidents. Merci et bonjour à tous. Je m'excuse par avance, j'ai une petite insection de voix, mais ça devrait aller. Donc ravi effectivement de faire partie de cette table ronde pour laquelle la parité est parfaitement respectée. Donc ça c'est important aussi. Donc effectivement, je m'appelle Florence Tressol, je suis docteur en géophysique de l'université de Nice Sophia Antipolis, et c'est avec beaucoup de plaisir que j'œuvre aujourd'hui encore, beaucoup de décennies après, sur ce territoire qui mérite bien effectivement cette visibilité au niveau de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, je travaille chez IBM au laboratoire de recherche et développement logiciel, juste à côté, au Tessonnière. Et mon rôle, effectivement, au quotidien, en tant qu'architecte business, est de connecter sans relâche la stratégie des entreprises et les technologies, et surtout les hommes et les femmes qui vont pouvoir travailler dans le domaine. Donc déjà, en préambule, ce que je voulais peut-être rappeler, c'est on n'a pas introduit la notion de c'est quoi la définition de l'intelligence artificielle, hein, mais moi j'aime bien rappeler qu'en 1956, quand on prononce ce terme en anglais pour la première fois, donc artificial intelligence, le terme intelligence en anglais revêt pas la même signification qu'en français. Et donc en France, on est très attaché, et heureusement, c'est certainement issu des Lumières, hein, de cette intelligence humaine, etc. En anglais, en 1956, ce dont on parle, c'est d'information, c'est de renseignement. On est vraiment déjà au niveau de la data, et c'est ce terme-là que revêt intelligence, et je souhaite le rappeler. Si on en revient donc à IBM, qui d'ailleurs faisait partie de cette conférence historique. Donc effectivement, on fait de l'IA depuis ce temps-là. Et je rappelle aussi que le laboratoire dans lequel je suis, beaucoup de personnes sont issues donc de ILOG, qui veut dire intelligence logicielle aussi, et qui est donc une spin-off, un essaimage de l'INRIA Sophia, hein, de 1987. Donc vraiment, encore une fois, sur ce territoire, c'est une réalité physique qu'on y travaille depuis longtemps. Chez IBM, on est régi par un certain nombre de valeurs, 3 en l'occurrence, et elles ont été définies collectivement, justement par une opération d'intelligence collective et aidée par la machine, pour définir ce en quoi se reconnaissaient les IBMers et les IBMeuses. Et une des 3 valeurs, c'est précisément la confiance. Donc il y a des années de ça, collectivement, on définit que toute relation commerciale, en l'occurrence, puisque vous le rappelez, IBM est une entreprise commerciale, est basée sur la confiance. Et ça, je souhaite le mentionner parce que ça a vraiment été déterminé collectivement par l'ensemble, donc plusieurs centaines de milliers de personnes, aidés par la machine pour précisément essayer de comprendre comment les gens s'exprimaient, et la notion de confiance dans toutes les relations, c'est quelque chose qui sortait. Évidemment, quand le renouveau de l'intelligence artificielle est venu, on a encore plus insisté sur cette dimension-là que l'on applique dans toutes nos relations commerciales, spécifiquement pour l'intelligence artificielle, en particulier en définissant les principes en fait qui régissent ça. Principes qu'on s'applique à nous-mêmes, bien sûr, et principes qu'on essaye de
de partager avec nos partenaires, avec nos clients. Donc concrètement, ces principes, c'est quoi? C'est déjà donner un sens à ce que l'on fait. Vous parliez, Stéphanie, en introduction, on parlait de cette notion de sens. Pourquoi on veut faire de l'intelligence artificielle? Quel est le sens que l'on donne à ça? Et encore une fois, sans relâche, de toujours questionner ça et d'essayer de comprendre ce qu'il y a. Et c'est de notre devoir de pouvoir, et a fortiori en tant qu'architecte, de questionner toujours ça. La deuxième chose, c'est que tout ce qui est développement de données, etc., reste la propriété de ceux qui les possèdent. Et ça, c'est majeur aussi. C'est quelque chose qu'il faut rappeler. Et la troisième, qui est ce dont on débat aujourd'hui entre autres, c'est à chaque instant pouvoir être transparent et pouvoir expliquer comment les décisions sont prises. Parce que qui dit intelligence artificielle dit automatisation quelque part, supervisée ou non supervisée, de la prise de décision. Et on se rend compte des dérives qu'il peut y avoir. Donc chaque jour au quotidien, de pouvoir travailler techniquement sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle explicable et comment en particulier outiller ça. Et donc, typiquement, on a annoncé il y a quelques mois la sortie d'un produit qui s'appelle OpenScale et qui permet de visualiser les biais qui sont dans les données et qui pourraient conduire à prendre des décisions biaisées. Alors pourquoi c'est dangereux justement de faire ça, et c'est là qu'on revient vraiment à l'éthique, c'est que la machine, on l'a dit, elle apprend sur la base de ce qu'on a bien voulu lui donner à ingérer, et elle ne va pas pouvoir inventer des choses qu'elle n'a jamais vues auparavant. Et donc, de manière concrète, si je donne un exemple, si on cherche à se faire aider par la machine pour prendre une décision, par exemple, pour attribuer un remboursement de dégâts ou quelque chose comme ça, et parce qu'il y a beaucoup de sollicitations qui sont faites, et donc il est envisageable que l'homme ou la femme se fasse aider par la machine, eh bien, imaginons ce qui pourrait se passer si, par exemple, dans le jeu de données, on ne connaissait pas un certain type de population, par exemple des hommes de 23 ans. Quand la machine verrait arriver ce type de profil-là, et ben, bêtement, j'allais dire, rejetterait peut-être ce dossier en disant non, je ne connais pas, donc potentiellement c'est un fraudeur, etc. Donc c'est pour ça que c'est important à chaque instant former les équipes sur cette culture de la donnée, cette culture du numérique, et toujours challenger justement le dataset, ce sur quoi on va pouvoir travailler. Et une des solutions pour pallier ces biais-là, c'est précisément de travailler en équipes diverses, les plus inclusives possibles, donc hommes, femmes, juniors, seniors, toute culture, pour que dans le groupe de réflexion, une personne puisse dire est-ce qu'on a bien considéré aussi cet échantillon-là, et quid si justement on le néglige, parce que vu qu'il n'y a pas plus têtu qu'un robot, bravement, il va répéter des choses qui ne seraient pas correctes. Est-ce que je souhaitais partager en introduction? Oui, c'est exactement la question, enfin la réponse, une des réponses qui peut être apportée par les entreprises. Vous parliez de transparence, de confiance, de comprendre le sens et d'avoir cette culture de la donnée. Ça fait apparemment, c'est partie de l'ADN de la culture chez IBM, et plus particulièrement en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Ce qu'on peut voir maintenant peut-être, c'est comment chez Orange, est-ce qu'on a la même approche, une approche un petit peu différente? Vous mentionniez aussi l'interdisciplinarité. Je crois que c'est aussi le cas chez Orange quand on parle d'éthique. Alors effectivement, moi je m'occupe de recherche, donc je suis basé également à Sofia. Donc si Sofia fait ses 50 ans, nous fêterons nos 30 ans de présence en recherche sur Sofia cette année également. Donc un aspect plus technologique peut-être sur l'IA. Pour revenir sur la confiance, je pense que c'est une valeur que Orange revendique depuis longtemps, d'être un opérateur de confiance. Alors quand je dis depuis longtemps, j'ai une assez longue carrière chez Orange, donc fut un temps où c'était une administration et les fonctionnaires étaient des gens assermentés parce qu'il ne fallait pas diffuser l'information. Donc c'est vraiment une culture de l'entreprise de dire que l'information qui est liée à nos clients est quelque chose de précieux et qu'on ne peut absolument pas la traiter de manière libre et facile. Donc aujourd'hui, effectivement, opérateur de confiance veut dire que nous ne stockons en fait aucune donnée. Donc on sait qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle a besoin de données pour travailler et produire des résultats.
Donc ça peut amener en fait une certaine innovation disruptive par rapport à d'autres qui ont beaucoup de données. Et la question que l'on peut se poser, c'est effectivement, Orange, c'est un monde de techniciens. On peut très bien s'attacher uniquement à la partie très technique et très raisonnée de l'algorithmie et des données. Mais nous avons aussi nos clients et le message de confiance, on le porte vis-à-vis de nos clients. Donc on a choisi effectivement d'avoir une approche top-down et une approche bottom-up concernant l'intelligence artificielle. Et nous avons donc désigné en fait une sociologue qui va porter réellement la parole de l'éthique et de l'IA au sein d'Orange pour avoir en fait une approche via le ressenti des clients par rapport à des services qui peuvent embarquer de l'intelligence artificielle. Et la partie effectivement plus bottom-up, nous avons déjà les experts effectivement mathématiques, data scientists aujourd'hui. Nous allons les impliquer en leur demandant en fait quel est leur point de vue, eux purement scientifique, très raisonné, parce que l'intelligence artificielle c'est d'abord une utilisation de statistiques et de probabilités. Donc on manipule des chiffres qui sont issus des données que l'on traite, et qui dit statistiques et probabilités dit toujours une certaine marge d'erreur. Donc comment au travers de ces algorithmes et de ces marges d'erreur effectivement on peut retrouver des résultats qui pourraient être faussés, ce qu'on appelle aujourd'hui un biais. Donc le biais il peut venir effectivement de différentes sources. Quand on crée un algorithme aujourd'hui qui va s'impliquer dans l'IA, c'est d'abord pour résoudre un problème hyper spécifique. Donc l'algorithme a un objectif très ciblé. Pour travailler, on va lui donner des données qui ont des caractéristiques également très précises. Et à partir de là, on va lui demander d'apporter une réponse aussi ciblée au problème que l'on a posé. Donc ça fait déjà beaucoup de contraintes très cartésiennes. Ce que l'on a vu apparaître récemment, et notamment avec le deep learning et les réseaux de neurones, c'est qu'on fait un peu ce que l'on appelle du transfer learning, c'est-à-dire qu'on apprend sur des données pour un algorithme, et puis on décide qu'on va savoir lui apprendre autre chose sur d'autres données. Donc on perd déjà en fait le lien sur le problème qu'on voulait résoudre, sur l'algorithme qui est hyper ciblé, et on lui change en plus les données en dessous. Donc ça c'est déjà en fait un tas de biais qui peuvent arriver effectivement sur l'ensemble de l'intelligence artificielle. Et de l'autre côté, en fait l'intelligence artificielle dans un service, ce n'est pas un algorithme, c'est un enchaînement d'actions qui va délivrer le service. L'enchaînement d'actions peut n'impliquer qu'un algorithme, mais de plus en plus, on voit qu'il en implique plusieurs. Donc on a aussi une lisibilité en fait, de l'action qui doit être faite pour que l'utilisateur en face puisse comprendre ce qui se passe. Et je dirais que nous sommes, pour les plus anciens, bercés par un imaginaire qui s'appelle 1984, où effectivement on a tous lu que Big Brother allait arriver avec l'intelligence artificielle. Depuis, le cinéma américain a beaucoup véhiculé aussi des valeurs en fait, de crainte et de perte de pouvoir de décision justement autour de l'intelligence artificielle. Quand on le regarde d'un point de vue technique, la décision est loin d'être si présente que ça dans le problème qu'on cherche à résoudre. Donc quand on regarde les données et l'algorithme, voilà, la décision n'est pas là. Quand on est du point de vue du service, effectivement, on va parler d'intelligence artificielle explicable, donc là où on comprend quels sont les mécanismes derrière. On va parler d'intelligence artificielle vérifiable, c'est-à-dire que le comportement peut être de manière répétitive le même, et on peut vérifier systématiquement que ce comportement-là existe. On peut parler aussi d'intelligence artificielle collaborative, et c'est là où on revient en fait à l'être humain. C'est-à-dire comment moi je vais interagir en fait avec un système qui intègre de l'intelligence artificielle. Donc le premier problème c'est effectivement le pouvoir de décision. Si j'automatise des tâches avec de l'intelligence artificielle, je vais proposer une décision. Comment est-ce que je peux faire confiance à la décision en tant qu'être humain? Donc c'est là où la partie sociologique est très importante pour comprendre effectivement le comportement, comment la confiance peut être acquise vis-à-vis en fait, de ces systèmes. Donc tout ça, c'est un environnement qui est assez complexe. Après, on parle d'intelligence, aujourd'hui artificielle, mais elle est aussi bête, puisqu'en fait, on est
petit module par petit module. Donc on fait beaucoup de marketing aujourd'hui autour de l'intelligence qui fait croire qu'on peut tout faire. Un des aspects intéressants et qui rejoint l'éthique aujourd'hui, c'est que puisqu'on sait mieux reconnaître un objet avec une machine que l'œil humain, ce que prouvent effectivement les compétitions qui sont réalisées, on a des gens qu'on va appeler un peu des hackers de l'IA aujourd'hui, qui vont s'attacher à démontrer qu'on peut tromper le système de l'intelligence artificielle. Ce qui montre bien effectivement qu'on a des limites dans l'algorithme. Mais le point positif, c'est de pousser l'innovation plus loin en disant comment est-ce qu'on peut réellement rajouter une deuxième couche d'intelligence pour éviter ce type de biais. Donc voilà, tous ces éléments-là, aujourd'hui, on essaie de les traiter de manière coordonnée au niveau d'Orange, avec des dimensions donc, qui sont plutôt sciences humaines et en impliquant en fait, les experts qui sont souvent assez loin, le but étant d'amener effectivement une confiance dans ces services de l'intelligence artificielle pour l'ensemble des utilisateurs qui sont nos clients, mais qui sont aussi en fait, les employés d'Orange. C'est-à-dire qu'on déploie des services aujourd'hui pour améliorer la gestion du réseau. Le gestionnaire du réseau doit avoir la même confiance dans la décision que devra l'avoir demain un utilisateur qui va utiliser un chatbot. Donc, qui sont des choses toujours... C'est un processus long sur lequel on peut faire des faux pas. Donc, il faut effectivement savoir qu'on va apprendre pas à pas. Donc, aujourd'hui, effectivement, nous avons collaboré avec IBM, notamment sur les chatbots, donc les agents conversationnels pour Orange Bank. Alors, nous, on l'appelle Jingo, mais derrière Jingo, il y a aussi des éléments qui viennent de Watson, d'IBM Watson. Donc on sait aussi sur ces éléments-là que tout seul, nous n'arrivons pas. Donc il faut effectivement collaborer avec d'autres partenaires. Donc là, avec IBM, c'était partenaire industriel. Après, nous avons aussi des partenariats académiques pour justement avancer sur les différents domaines de l'IA et explorer ces pistes-là. Sachant qu'aujourd'hui, l'IA apporte surtout beaucoup d'automatisation. Donc là, on va rejoindre une dimension économique, puisque qui dit automatisation dit en général un gain de coût, voire effectivement de nouveaux services qui peuvent apparaître. Et pour donner un ordre d'idée, quand on dit on va supprimer des tas d'emplois, aujourd'hui, quand vous avez 40 millions d'événements par jour à traiter, ce n'est pas un être humain qui peut les traiter. Et là, je parle d'un seul service à superviser pendant la journée. Donc l'IA apporte une vraie valeur ajoutée. Encore une fois, on va revenir effectivement, comme je n'ai jamais pu traiter ces 40 millions, moi, individu, comment est-ce que je peux faire confiance et comprendre le mécanisme derrière l'IA qui m'apporte la décision. Donc là aussi, une valeur importante. Par contre, si on crée cette confiance, ce que nous avons déjà réussi à faire à de multiples reprises, on peut passer à une autre étape pour rajouter un peu plus d'intelligence et automatiser encore plus de choses. On n'a pas supprimé d'emplois pour autant, et on optimise en fait le fonctionnement de nos réseaux. Merci, effectivement, je crois qu'on a bien vu que cette dimension éthique faisait partie prenante de tous les travaux de recherche qui sont effectués chez Orange en ce qui concerne l'intelligence artificielle, que ça passe par de la transparence, par le travail avec d'autres disciplines telles que la sociologie, puisque l'éthique est portée par une sociologue chez Orange. Que ça passe aussi par de la pédagogie, de l'accompagnement des clients. Je crois qu'IBM le fait aussi beaucoup pour aider les clients à analyser les datas. Donc ça passe par cette culture de la donnée et d'expliquer l'intelligence artificielle et les biais notamment pour éviter l'effet black box. Donc je crois qu'il y a vraiment une convergence d'approche en ce qui concerne l'éthique qui intervient dès le départ. Hein. Elle n'intervient pas en phase finale, c'est vraiment pris très en amont dès la réflexion des nouveaux projets de recherche dans les projets. Donc ça irrigue véritablement tous les projets de recherche, aussi bien visiblement chez IBM et chez Orange. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que parfois des concurrents peuvent collaborer et produire des services, des nouveaux services ou des nouveaux logiciels pour les clients des uns et des autres. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que vous l'avez évoqué, Florence, quand vous avez mentionné Ilog,
Il y a aussi des passerelles avec le monde académique et avec l'INRIA notamment, puisque ILOG, qui fait partie d'IBM, est une spin-off de l'INRIA. Donc je vais demander maintenant à David Ray de nous expliquer comment les considérations éthiques irriguent la recherche à l'INRIA en ce qui concerne notamment l'intelligence artificielle. Donc, en fait, donc INRIA est un institut public de recherche. Donc, comme Orange a pu l'être par le passé, on a une logique de service public. On doit être assez irréprochable en ce qui concerne, d'une part, l'application légale d'un certain nombre de choses, mais également éthique. Alors, on évoque, c'est un sujet un peu compliqué, l'éthique, parce que c'est ce qui permet de définir ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, il y a une espèce de notion un peu absolue autour de ces valeurs-là. Évidemment, il y a un certain nombre de règles éthiques qui sont communément admises. Tuer, c'est mal. Alors ça va dépendre du contexte, parce qu'à la guerre, c'est moins grave, enfin, c'est même souhaité parfois, enfin, etc. Donc la logique de bien et de mal, elle est complexe à définir de manière tranchée. Et le propos, c'est que pour des gens qui vont être scientifiques, ce qui est bien ou ce qui est mal, c'est surtout bien d'arriver à améliorer le niveau de connaissance. Et donc la question de bien et de mal pour un scientifique, elle est à partir du moment où on améliore la connaissance, quelque part, c'est ce pourquoi on travaille, et du coup ça serait bien. Sauf qu'il y a des exemples emblématiques, que ce soit en physique nucléaire ou en génétique, où on sent bien que c'est pas aussi direct que ça. Il y a des découvertes qui vont être faites sur le plan scientifique, qui améliorent la connaissance, donc qui pour un scientifique font le bien, sauf qu'en pratique, la conséquence de cette découverte, elle peut, mise entre de mauvaises mains, être dramatique. Donc en fait, ça explique pourquoi, de manière un peu générale, en fait, les académies qui se dotent de comités d'éthique un peu partout. Donc les comités d'éthique chez les médecins, c'est quelque chose de communément admis. INRIA, depuis 2011, s'est doté d'un comité d'éthique. Donc je me suis pris une anti-sèche parce que c'est un acronyme un peu barbare. Donc ça s'appelle le COERL chez nous, Comité opérationnel d'évaluation des risques légaux et éthiques. Donc son fonctionnement, sa composition, tout ça est détaillé sur le site INRIA. Donc vous tapez INRIA COERL, vous tomberez sur les pages qui expliquent à peu près à quoi ça correspond. C'est un comité qui est composé de personnes internes à INRIA, scientifiques, juristes, et de personnes externes. Éventuellement, sur des sujets pointus, le comité se dote d'experts supplémentaires pour émettre des avis, voire prendre des décisions. Donc ça, c'est indépendant de l'intelligence artificielle, au sens où l'informatique, 2011, c'est pas complètement par hasard, l'utilisation grand public d'un certain nombre d'algorithmes, et notamment l'utilisation de ces algorithmes sur la base de données individuelles, personnelles, change pas mal de choses en termes de bien ou de mal, puisque l'impact sur la société et sur les individus, dans certains cas, peut être assez direct. Donc la question s'est posée depuis 2011. Quand je dis indépendamment de l'intelligence artificielle, c'est au sens où c'était pas suite à tout le buzz qui est fait autour de la recrudescence de ce sujet. Évidemment, précisément sur le focus qui est fait sur les modèles et les algorithmes d'intelligence artificielle, l'ensemble des conséquences possibles, fantasmées ou réelles, mérite qu'on se pose la question, lorsqu'on va faire des découvertes concernant les algorithmes et les modèles d'intelligence artificielle, sur les conséquences potentielles que cela peut avoir. Le comité d'éthique, il n'a pas vocation à dire qu'il ne faut pas travailler sur un sujet, puisque pour un scientifique, ça serait quand même bizarre d'arriver à cette conclusion que comme il pourrait y avoir des conséquences désastreuses, alors ne les étudions pas. Sachant que de toute façon, dans le monde, probablement d'autres personnes, d'autres pays regarderont ces sujets-là et finiront par en faire quelque chose qui ne sera pas dans notre définition, à nous, de notre société, du bien ou du mal. Donc on a plutôt intérêt à se saisir de ces sujets et regarder dans quelle mesure on doit habilement être capable de les présenter au reste du monde, c'est-à-dire être capable de faire avancer la connaissance en n'exposant pas à des dommages collatéraux trop importants. Donc il y a aussi une logique de préconisation sur les modes opératoires pour faire du publication, une certaine habileté à avoir en disant il y a des choses qu'on va publier pour montrer qu'on sait faire, mais on ne va pas tout donner pour pas provoquer des conséquences désastreuses immédiates. Donc voilà, ce comité d'éthique depuis 2011 œuvre sur un certain nombre de sujets. Un des points importants, évidemment, de ce comité d'éthique, c'est de regarder la bonne ou la mauvaise utilisation des données personnelles.
Et que dire de plus sur ce sujet? Donc c'est un point de focus important, les données de personnel, dans l'émergence, la réémergence de l'IA, parce que il y a 2 facteurs importants qui ont fait réémerger l'IA, qui est en fait un sujet vraiment ancien, quasiment à la naissance de l'informatique, si on peut dire, puisque c'est Turing qui avait défini globalement l'utilisation d'un automate pour faire des tâches humaines. Et c'est lui qui a défini le fameux test de Turing permettant d'évaluer ce qu'est une intelligence artificielle. Donc en fait, la naissance de l'informatique est plus ou moins la naissance de l'intelligence artificielle. Par contre, il y a une recrudescence d'un certain nombre de techniques spécifiques, notamment dans le cadre des réseaux de neurones et du machine learning de façon plus générale. Et ça a réémergé brutalement parce qu'il y a une hyper-augmentation des puissances de calcul et une hyper-augmentation des volumes de données qui sont captés par les usages. Et donc la question à la fois donc des algorithmes et des modèles et des conséquences de ce qu'on va faire avec, c'est une préoccupation, mais l'utilisation des données et la façon dont un utilisateur il va avoir en toute transparence, compréhension de à quoi ces données sont utilisées, c'est un point de focus hyper important, à la fois pour le comité d'éthique, du coup au cas par cas, mais aussi pour un certain nombre d'équipes de recherche qui se focalisent sur comment faire en sorte de mieux protéger la donnée au sens individuel, à savoir comment arriver à utiliser ces données de façon anonyme, on va dire. Et d'autre part, c'est comment faire en sorte que l'utilisateur ait une bonne traçabilité quand il a fait quelque chose sur un outil informatique, de où ces données vont se retrouver et à qui elles vont pouvoir finalement bénéficier in fine, anonyme ou pas. Donc le but pour le coup de l'institut, d'un institut comme INRIA et du monde académique en général, ça va être de dire globalement la connaissance, il ne faut pas que ça soit quelque chose qui bénéficie à quelques-uns et pas à tout le monde. Et donc il faut qu'il y ait des mécanismes informatiques aussi qui permettent à tout un chacun de démystifier un peu ça et d'avoir un accès un peu direct à finalement mes données, mes usages, où est-ce qu'ils vont se retrouver. Voilà, donc ça c'est une préoccupation aussi importante et du comité d'éthique et de certaines équipes de recherche INRIA qui sont un peu spécialisées sur ces aspects-là. Et justement, vous avez commencé à l'évoquer avec le positionnement de l'INRIA concernant l'éthique et la recherche dans l'intelligence artificielle, et les deux doivent se concilier. Un choix à faire, ça va de pair, l'éthique et le développement. Est-ce que vous pourriez nous dire comment faire avancer la connaissance informatique et positionner la France comme un grand acteur, sachant qu'à l'heure actuelle, certains disent que voilà, là où les Chinois et les Américains font du business, les Européens légifèrent et réfléchissent. Donc comment, encore une fois, faire en sorte qu'il y ait une vraie conciliation entre ces deux dimensions et positionner la France justement comme un acteur majeur dans ce domaine? Bon, donc, alors d'une part, il y a la logique de positionner la France dans ces sujets-là, ça veut dire être, en tout cas pour les scientifiques, capable de publier au plus haut niveau international sur ces sujets, sans justement bloquer ces publications parce qu'elles pourraient avoir des conséquences néfastes. Donc on doit arriver un peu quelque part à avoir, c'est plutôt d'agir en conscience que de ne pas faire qui est important. Donc toute la logique, elle est de continuer de publier sur ces sujets en défendant justement un certain nombre de valeurs qui sont inhérentes à nos valeurs européennes au sens le plus large. C'est pas qu'un problème français pour le coup. Et donc du coup, il y a cet aspect-là qui va être important, mais ça suffira pas puisque effectivement les grands acteurs d'autres pays, ils ont une force de frappe économique, industrielle qui est colossale sur ces sujets. Et donc il faut que cette réflexion, cette connaissance qu'on va être capable d'améliorer, qu'on possède et qu'on va améliorer, elle bénéficie directement aussi à notre société, à nos entreprises. Donc là, on a toute une logique, pareil, historique de transfert. Elle n'est pas spécifique à l'intelligence artificielle, elle existe depuis toujours, mais sur ces sujets, ça a été évoqué tout à l'heure, il y a un institut 3IA qui est en train on espère de se matérialiser prochainement, dans lequel INRIA a un rôle important à jouer. Donc l'idée, c'est d'être capable, sur ce qu'on maîtrise, sur ce qu'on comprend, sur ce qu'on connaît, d'en faire bénéficier directement les entreprises partenaires avec lesquelles on travaille. Ce qui est intéressant par rapport au comité d'éthique que je mentionnais préalablement, c'est que c'est complémentaire. C'est-à-dire ce comité d'éthique, il n'a pas vocation à avoir un comportement différent parce qu'on va le transférer à une entreprise.
j'ai envie de dire, la notion de bien ou de mal, heureusement, encore dans nos instituts publics, ne s'arrête pas à dire parce qu'on va faire de l'argent, ça serait mal. Donc ça, c'est bon, c'est accepté que c'est pas ça le propos. Donc la logique, elle est plutôt de regarder la manière dont l'entreprise va pouvoir tirer bénéfice de ces algorithmes et qu'effectivement l'usage in fine ne soit pas néfaste, mais ça sera défini indépendamment du fait que c'est une entreprise qui s'en saisira. Donc la logique de transfert vers les entreprises et d'éthique, elles sont assez disjointes en fait d'une certaine manière. Donc ce comité d'éthique, typiquement, il n'est pas focalisé sur le fait qu'on fasse des partenariats avec des entreprises sur de l'IA. Il est focalisé sur le fait qu'on fasse quelque chose de scientifique dont le résultat pourrait avoir des effets néfastes de manière un peu globale. Le fait qu'on fasse de l'IA avec une entreprise, c'est juste après ça. La recherche, elle est juste en amont de toute façon de la logique de transfert. Donc le comité d'éthique, l'avantage de ce mécanisme, c'est qu'on ne va pas se focaliser sur le fait qu'on fait de l'IA avec une entreprise comme un point noir en particulier. Voilà, donc c'est complètement concilié en fait. Ouais. Ok, merci. Justement, est-ce que dans cette logique aussi d'échange, de partenariat, de fertilisation croisée, l'un d'entre vous peut nous parler de l'Institut 3IA plus spécifiquement? Oui, donc effectivement, on soutient depuis que ça a été annoncé cette initiative-là. Pourquoi ? Pour les 3 raisons qu'on évoquait précédemment. D'abord pour une question technologique, de pouvoir effectivement collaborer entre académiques, privés, grands groupes, start-up. Et ça, c'est une formidable opportunité d'avoir un endroit où physiquement on puisse faire de la co-innovation. Vous évoquiez cette notion de co-opétition. On voit qu'aujourd'hui, on ne peut plus innover tout seul. Ça, c'est aussi un changement culturel qui peut être donc porté par ces instituts. Ce qui est important aussi, il nous semble, dans cette logique des instituts, c'est toute la dimension formation aussi, parce que donc formation initiale et formation tout au long de la vie. Et typiquement, la conférence que Recherche et Avenir organise ici, je pense, relève de ce genre de logique-là. Et un institut pourrait porter justement les besoins des entreprises en termes de formation de leurs collaborateurs et collaboratrices, et puis aussi des jeunes gens qui souhaitent, y compris dès le plus jeune âge, comprendre ce que c'est que l'informatique au sens large, la donnée, l'intelligence artificielle. Et puis la troisième raison, c'est aussi pour le développement économique, bien sûr, parce que on le voit, considérer dès le début ces notions à la fois technologiques et humaines, c'est ce qui pourra permettre de faire progresser l'humanité et donc son développement. Voilà pourquoi cette initiative que l'on soutient est quelque chose, je pense, d'exemplaire et dont, encore une fois, ce territoire sur la Côte d'Azur n'a pas à rougir, parce qu'on l'a démontré historiquement et dans ce contexte de 50 ans de SOFIA, c'est quelque chose qui est concret et qui est factuel. Et ça permet, entre autres, à chaque instant, montrer que ce dont on parle, c'est bien de l'homme avec la machine, l'homme ou la femme avec la machine, et pas contre. Comme ça pouvait être effectivement du fantasme ou du délire historiquement. Donc voilà pourquoi parmi beaucoup d'autres sociétés, on soutient cette candidature. Moi, je rajouterais effectivement le côté interdisciplinaire de l'Institut 3IA qui est important. C'est-à-dire qu'on va effectivement, avec les centres de recherche, mais aussi justement avec l'ensemble des entreprises qui s'investissent derrière le 3IA, avoir en fait une multiplicité de compétences qui sont représentées. Alors, si on regarde du côté scientifique, moi j'insisterai aussi sur... on parle beaucoup d'intelligence artificielle en disant on va être proche de l'homme. En fait, sur le site, on a aussi une dimension neurosciences
qui est porté, qui existe. Donc on essaie de comprendre le fonctionnement du cerveau et où on a des voies d'innovation en fait importantes dans le domaine. Donc ça c'est une spécificité ici. Puis après on a aussi des spécificités d'usage. Donc on a des experts qui sont plutôt sur le domaine de la santé. On va porter en fait la dimension aussi des territoires intelligents pour délivrer des services. Donc on doit tous être effectivement autour de la même table en fait pour créer ces services parce que chacun y apporte en fait sa brique. Sa brique en termes de recherche, mais après sa brique en termes de développement de services. Donc c'est vraiment en fait un projet commun. Je crois qu'aujourd'hui il y a un peu plus de 50 entreprises qui supportent en fait et qui s'investissent dans le 3IA. Donc voilà, on voit bien que l'interdisciplinarité, elle existe sur la partie recherche, mais aussi sur la partie économique et business, puisque effectivement aujourd'hui dire qu'un service est fait pour un seul domaine, c'est quelque chose d'assez compliqué. Après, pour revenir sur la dimension économique, au lieu de regarder effectivement forcément le côté prudent, légal que peut apporter l'éthique, on commence de parler en fait de concevoir des services avec de l'éthique by design. Donc c'est un grand mot très pompeux, mais qui permet de se poser les bonnes questions quand on crée un service avec de l'IA. Donc effectivement, quels sont les traitements à apporter sur les données, quelle prudence on doit avoir avec un algorithme, comment est-ce qu'on fait en fait un enchaînement d'algorithmes pour arriver à un service et quelles sont les précautions à prendre. Donc on peut tourner justement l'éthique, qui est une valeur forte de l'Europe, comme étant aussi un déclencheur de business. C'est-à-dire que tous les services qui nous permettront de dire qu'on délivre de l'IA avec de l'éthique, c'est aujourd'hui une valeur qu'on ne va pas trouver aux US, très clairement, ou en Chine. Donc faisons effectivement un business de savoir expliquer le fonctionnement de l'IA, de savoir vérifier son fonctionnement, de savoir le certifier, puisqu'on parle aussi de ça. Donc il y a des voies effectivement économiques pour porter ces valeurs-là, sans pour l'instant que ça soit non plus un obstacle en fait à de l'innovation. Après, les points forts en France, on le sait bien, c'est plutôt la partie recherche, nos compétences mathématiques, nos chercheurs qui nous mettent en avant. On a des moyens parfois qui sont plus limités par rapport à nos compétiteurs mondiaux, mais utilisons voilà un peu ces éléments-là pour être aussi plus disruptifs. Comme je le disais, faire aujourd'hui de l'IA en ayant très peu de données ou en gardant les données localement, telles que le nouveau règlement de gestion et de la protection des données va plus ou moins l'imposer, c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas la règle dans tous les systèmes d'IA. Les systèmes d'IA aujourd'hui, c'est avoir beaucoup de données centralisées en un point, collectées de partout. Il y a donc d'autres approches à développer qui peuvent être aussi, dans un respect d'une IA éthique, des champs en fait, d'innovation importants et des champs de business demain. Par rapport à cette notion de territorialité, IBM est une société globale et les principes que j'ai évoqués précédemment, et en particulier ceux de transparence et de confiance, s'appliquent à chaque fois que l'on a affaire à ça. Je tiens quand même à le préciser. Oui, tout à fait. Et puis, il y a une transition parfaite avec l'arrivée d'Amel Latour, donc, qui est maître de conférences en sciences économiques à l'Université Côte d'Azur au sein du GREDEG. On a évoqué précédemment avec les exemples, enfin les préoccupations d'Orange, d'IBM et aussi ce que faisait l'ENRIA en termes d'éthique. Là, ce qui serait intéressant de voir avec vous, c'est quel est, étant donné que l'intelligence artificielle est votre nouveau terrain de recherche dans le cadre de vos travaux autour des modèles économiques et plus particulièrement des écosystèmes d'affaires, c'est de voir comment on peut innover justement dans ce cadre-là et ce que vous faites aussi localement, parce qu'on a évoqué la territorialité, l'importance de cet aspect géographique, ce que vous faites concrètement dans ce domaine. Bien, merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tous. Alors en termes en fait d'intelligence artificielle, d'enjeux autour de la donnée et du point de vue en fait de la territorialité de ces enjeux, l'accent qui est porté en fait autour des projets de recherche lancés par le GREDEG en collaboration avec le territoire et notamment avec la métropole Nice-Côte d'Azur. Et en effet focalisé sur la question de savoir
comment intégrer en fait les enjeux autour de l'intelligence artificielle et notamment autour des enjeux d'éthique dans l'innovation de nouveaux modèles d'affaires et de identifier en fait comment le territoire contribue justement à développer, encourager de nouveaux modèles d'affaires qui vont justement appliquer les principes éthiques qu'aura choisi le territoire. À titre d'exemple, aujourd'hui, la métropole Nice-Côte d'Azur et l'université Côte d'Azur travaillent ensemble autour d'un projet de territoire innovant et de la mise en place d'un centre d'innovation autour justement de la valorisation des données. Et dans le cadre de ce projet, une question au cœur en fait de l'ambition que portent les deux partenaires, c'est de savoir comment opérationnaliser les enjeux d'éthique de la donnée, d'éthique de la pratique, d'éthique des algorithmes dans l'innovation de modèles d'affaires et comment retracer finalement toute la chaîne de valeur en fait de ces données que peut générer un territoire, que peut générer les projets d'innovation depuis en fait l'idée jusqu'au marché et comment en fait dans ce processus d'innovation on va appliquer et respecter les principes éthiques en fait du territoire. Alors du coup, la question qui va se poser ici, c'est quels sont ces enjeux éthiques, quel est le lien avec les enjeux juridiques, les tendances institutionnelles aujourd'hui et à venir autour justement de la question du respect en fait des droits de propriété intellectuelle des données et des connaissances développées au sein de projets d'innovation, mais également autour du respect de la vie privée, des données que aura collecté ces projets et ensuite quelque part transformés en connaissances mobilisées par des acteurs privés pour développer des services innovants. Alors ici, toute la question en fait va porter autour de finalement l'articulation autour des questions de création de connaissances nouvelles fondées sur des données qui vont être des données liées à la recherche, des données liées au comportement de consommation, des données liées à l'utilisation de certains services pour innover justement dans ce que va proposer en fait le territoire. Donc finalement, si je dois résumer, c'est un exemple concret en fait de partenariat entre le monde académique, le territoire, le monde professionnel autour en fait de questions centrales qui vont nous occuper pendant quelques années autour de justement la performance économique des organisations privées, de l'innovation de modèles d'affaires qui sont constamment challengés avec justement l'importance qu'aujourd'hui ont les données, le numérique dans les systèmes d'innovation et ce qui vient en fait quelque part aussi renforcer ici le rôle du territoire qui, au-delà de fournir un environnement favorable à l'innovation, donc au-delà d'être lui-même un écosystème d'innovation, doit être en mesure de permettre l'émergence de nouveaux écosystèmes d'affaires et donc de nouveaux modèles d'affaires. Merci pour ces données éminemment importantes et qui font le lien justement entre tous les enjeux, les problématiques et les opportunités aussi qui existent au sein du territoire. Alors si on devait un petit peu résumer ce premier atelier et puis reprendre les questions telles que on les avait énoncées en tout début d'atelier. En ce qui concerne l'éthique et la performance économique, il s'agit effectivement de faire en conscience plutôt que de ne pas faire, pour reprendre vos termes. Il ne s'agit pas de choisir une voie
économique ou une voie éthique, mais véritablement de faire en sorte de concilier cette performance économique et cette dimension éthique. Alors ça passe par quoi? Ça passe par de la confiance dans les données, dans les systèmes informatiques, dans les logiciels, par de la transparence aussi. C'est une autre des données fondamentales. Ça passe par de l'innovation, et aussi bien de l'innovation scientifique, technologique, mais aussi dans les modèles d'affaires, dans les écosystèmes d'affaires, comme vous venez de le détailler, Amel. C'est véritablement en prenant à bras le corps tous les enjeux juridiques, sociétaux, de protection des données individuelles, et de les intégrer dans cette approche éthique qu'on pourra atteindre cette performance économique qui est tout l'enjeu non seulement des entreprises, mais aussi des organismes publics dans leurs travaux justement de rapprochement et de transfert de technologies et de recherche. En ce qui concerne les opportunités, l'impression que j'ai à vous écouter, c'est qu'il y en a beaucoup. Des opportunités pour les organismes publics de publication au niveau international, et c'est fondamental effectivement pour que la France soit reconnue au niveau international. C'est des enjeux de partenariat, des opportunités de transfert, technologiques, de bonnes pratiques certainement aussi, j'imagine, de réflexion au niveau des opportunités pour les entreprises. C'est des opportunités de nouveaux services, d'accompagnement des entreprises, de les accompagner dans la compréhension de l'intelligence artificielle, de comprendre les biais, d'éviter l'effet black box. C'est d'innover aussi avec eux, c'est de proposer aussi une approche interdisciplinaire en travaillant avec des juristes, avec des sociologues, avec des économistes, de façon à apporter des solutions, proposer des pistes qui servent l'intérêt économique de ces entreprises, mais qui aussi satisfont les clients, les consommateurs et les individus. Il s'agit aussi de ne pas négliger les opportunités de coopétition d'anciens acteurs qui étaient en compétition se retrouvent à travailler en collaboration très rapprochée et à développer parfois des logiciels ou des solutions communes. C'est aussi c'est toujours cette fertilisation croisée qui est de plus en plus prégnante dans l'écosystème du territoire. C'est valable au niveau national et on le voit concrètement ici avec IBM, Orange, l'INRIA, le GREDEG ou le CNRS, effectivement qu'on est véritablement dans une vraie logique de fertilisation croisée. Et ça passe aussi, j'ai oublié, par la formation dès le départ. Il s'agit d'irriguer, d'infuser dès le départ, dès le plus jeune âge, cette confiance dans les données, pas de partir sur des fantasmes ou des idées préconçues par rapport à des nouvelles technologies ou des nouveaux paradigmes, puisque l'intelligence artificielle est un nouveau paradigme. Donc, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cette conclusion tout d'abord ? 3 minutes pour des questions. Voilà. Et après, je laisserai la parole au public pour des questions. Si on a un autre micro. L'aspect enjeu juridique et transparence. Bien souvent, quand on parle d'éthique, on parle de protection des données. Effectivement, ça c'est assez bien connu. Bon. Vous avez aussi parlé d'IA explicative et de transparence sur les décisions. Souvent, et je prends Parcoursup, par exemple, c'est un des exemples, hein, mais il y en a plein d'autres, des utilisateurs sont confrontés à une décision et le problème, c'est d'avoir une justification de la décision. Et donc, il y a une déconnexion entre ce que l'intelligence artificielle aura produit comme décision et après la justification qu'il faudra aller chercher chez un être humain qui lui-même est déconnecté et ne connaît pas en fait l'algorithme. Et j'ai entendu aussi Ethic by Design. Et est-ce que c'est pas là le plus grand biais, c'est-à-dire de ne pas inclure
la traçabilité et là, immédiatement, une décision est prise à un moment donné sur un énorme volume de données, très bien, c'est passé par des tas de règles et de décisions intermédiaires. Peut-être qu'il y a un biais d'une petite décision défaillante dans tout cet algorithme. Comment on fait, en fait, pour résoudre ce problème et avancer pour que cette transparence soit vraiment communiquée au client final, finalement, et pas par un humain intermédiaire, vraiment par l'algorithme. Merci. Je vous laisse répondre. Ah, c'est un sujet qui va être traité à la 3e table ronde. Un petit brin de réponse. Mais ne dévoilez pas la 3e table ronde. Un brin de réponse très rapide, c'est que pour prendre le cas de Parcoursup, 1, l'algorithme n'est pas connu. 2, les données ne sont pas connues. Donc les données d'entrée, mais après aussi les données intermédiaires, c'est-à-dire la façon dont ça va être traité par les organismes qui vont prendre une décision. Donc on voit bien qu'il y a déjà une démarche pas à pas qui doit pouvoir se faire, et d'un point de vue plus fonctionnel que scientifique. C'est-à-dire que la compréhension humaine, elle se fait par rapport à des fonctions, et c'est pas forcément effectivement la connaissance détaillée. Alors l'éthique par design, c'est un challenge à long terme. On n'en est pas encore là du tout. Une dernière question. On va en prendre une. Juste peut-être pour compléter d'un point de vue technologique, comme je disais au début, un des moyens que l'on propose, c'est un outillage en fait qui permet d'identifier les biais et d'essayer de les débiaiser, évidemment toujours avec l'intervention humaine. Alors je me prononce absolument pas sur Parcoursup, mais regardez OpenScale si ça vous intéresse, c'est disponible dans vous pouvez le tester là maintenant tout à l'heure. C'est un début de réponse pour justement aider l'homme et la femme à prendre conscience de ce qu'il y a dans les données et essayer de mettre sur le chemin de débiaiser les données. Et effectivement, cette culture de ethic by design, c'est quelque chose qu'il faut travailler au quotidien pour que ce soit chevillé au corps. Et que l'on réalise bien que quand on parle d'intelligence artificielle, on parle surtout et avant tout d'humain, et que c'est bien de ça qu'il faut toujours mettre au centre. Moi, je vais revenir en transition dans l'enjeu juridique. C'est le sujet de la 3e table ronde. Voilà. Oui, alors Laurence Vanin, titulaire de la chaire Smart City Philosophie et Éthique. Je tenais à vous remercier donc pour la qualité de vos interventions, et ça m'a apporté un regard particulier. Et surtout, je m'interroge parce que vous évoquez dans l'éthique un parcours, un process, et c'est effectivement une de vos priorités, que ce soit un process d'analyse par rapport à la conduite de la recherche, et j'ai bien noté que vous avez rattaché ça à la notion de bien et de mal. Or, en philosophie, le bien et le mal, c'est quelque chose qui renvoie à la morale et non pas à l'éthique. Et là, c'est assez intéressant parce que je crois que vous avez convié les sociologues, vous devriez peut-être convier aussi les philosophes, de manière à ce qu'il y ait un autre regard. Pourquoi ? Parce que vous avez évoqué des normes tout à l'heure pour dire et qualifier vos process. Et en interrogeant par la norme, vous posez l'aspect en fait normatif du droit ou du process. Or, les choses qui sont en train de se faire, elles se font par le bas, c'est-à-dire par quelque chose de coutumier, une évolution de nos techniques. Comment faire l'interface entre ce qui est d'un côté quelque chose qui relève du coutumier, c'est-à-dire du bas, et ce qui vient d'en haut, c'est-à-dire par la norme. Il va falloir envisager une mutation des valeurs permanentes. Et vous n'aurez pas le temps, si vous êtes véritablement dans un domaine de l'évolution des techniques et des technologies, la préservation des données et tout ce que ça va amener avec le RGPD et tout le reste, les applications, la qualité d'un service pour vos clients, peut-être de réfléchir à tout ça. Donc je pense que ce n'est pas que les sociologues qu'il faudrait peut-être faire intervenir, mais bien des disciplines, et des disciplines de la sagesse, notamment la philosophie. Et j'aimerais savoir, vous, comment vous allez distinguer la morale de l'éthique dans vos process, parce que je crois que la clé du problème, ce n'est pas la finalité, mais c'est l'intention dans l'organisation des process. Une réponse courte, et on terminera là-dessus. Merci Laurence. Quelqu'un pour récupérer le micro derrière. Oui, je vais tenter une réponse courte. En fait, je vais renvoyer la question. Le problème est pour moi beaucoup plus complexe que ça, et on va le traiter dans une première étape plutôt par rapport au ressenti des utilisateurs. Donc après, toutes les dimensions sont bonnes à prendre. Je dirais que on se croit très cartésien aussi. On attend donc du coup de la machine qui a appris qu'elle soit hyper cartésienne. En fait, on a toujours une logique floue quand on prend nos décisions. Et que la machine soit trop cartésienne est aussi perturbant
que pour nous, êtres humains, que de comprendre l'ensemble du process. Donc il y a énormément de dimensions effectivement dans l'éthique. Je pense qu'au-delà du bien et du mal, effectivement, c'est plutôt le ressenti et le perçu par les utilisateurs de services qui intègrent de l'intelligence artificielle qui est important dans le futur pour créer d'abord cette confiance et permettre effectivement qu'on diffuse. Après, l'IA aura des vagues, on va être déçu, on va revenir dessus, il y aura des nouvelles technos qui vont émerger, etc. Donc c'est simplement un mouvement de fond à prendre en compte. Et au-delà des dimensions techniques, il y a effectivement des dimensions sociales, légales qui doivent s'intégrer dans la réflexion. Je pense que juste pour un peu compléter, effectivement, donc l'éthique est très liée à la morale, et justement c'est pour ça que aujourd'hui dans les projets d'innovation qui sont portés à la fois par les entreprises, les acteurs publics et les académiques, eh bien il y a un comité éthique qui est mis en place. C'est une tendance qui prend beaucoup en ce moment, justement pour mener cette réflexion autour de qu'est-ce que l'éthique et qu'est-ce que l'éthique dans l'intelligence artificielle ou liée à l'intelligence artificielle. Ça peut être une question de morale qui va se décliner à la fois sur le plan organisationnel, juridique, social et dans toutes les disciplines que vous avez effectivement citées. Donc je pense que oui, voilà, il y a deux approches à avoir. Merci beaucoup de cette intervention qui prouve une fois de plus que ce dont on parle, c'est bien d'interdisciplinarité. Et pour moi, l'évolution de l'IA au XXIe siècle, c'est précisément de se dire que ce n'est pas juste une question de mathématiciens, d'informaticiens, mais bien toutes les sciences, et les sciences sociales et humaines, y compris la philosophie. Donc merci Laurence pour ça. Les sociologues, comme tu l'évoquais aussi Thierry, c'est bien tous ensemble qu'il faut poser et questionner ce problème. Donc merci de cette intervention. David, le mot de la fin. Le mot de la fin. Donc, non, c'est moi qui ai osé aborder la logique de bien et de mal. Je savais que ça serait rigolo de le faire. Et moi, je suis pas philosophe, donc évidemment, je savais que je mettais les pieds sur un terrain glissant pour moi. En l'occurrence, effectivement, la question morale, elle est sous-jacente. Le fait que nos comités d'éthique soient dotés pas que d'experts du sujet technique ou de partenaires techniques, est évidemment au cœur de la construction de ce genre de comité. Le fait qu'INRIA se dote d'experts externes à certains moments, c'était l'idée. Donc je soufflerai à notre cohorte que vous êtes volontaires pour nous aider au moins à trouver des gens qui pourraient y contribuer. Et puis après, les choses se feront. C'est évidemment pas spécifique à l'IA, ce que je disais tout à l'heure, mais cette logique de la définition de l'éthique, elle est pas, pour le coup, elle est pas binaire, celle-ci. Donc je rejoins mon collègue. Merci beaucoup. Merci à nos intervenants pour cette première table ronde. Merci à tous. Merci à Laetitia de l'avoir modérée, préparée avec les intervenants.